Bien, merci, Dr. Hasbin, chers panélistes et participants. Merci beaucoup de vos présentations, vraiment très intéressantes et lumineuses pour moi. J'ai eu l'occasion d'aller en Corée plusieurs fois parce que notre organisation, la Fédération pour la paix universelle, effectivement, est d'origine coréenne. Nos fondateurs sont coréens, donc j'ai aussi un point de vue qui est un peu coréen, d'une certaine façon. Vous me demandez de dire quelques mots. La Fédération pour la paix universelle a été fondée par monsieur et madame Moon, qui sont coréens. Ça fait partie d'ailleurs de mon texte. Je vais en dire quelques mots liés avec la question de la réunification. Nous sommes présents partout dans le monde entier. Nous avons un statut consultatif général avec l'ECOSOC de l'ONU, et nous sommes donc actifs dans beaucoup d'endroits du monde, en fait dans la plupart des pays. Et la Corée reste pour nous un objectif essentiel. Et vous l'avez compris, parce que justement nos fondateurs sont originaires de cette partie de la Corée, notamment de ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord. Alors, je vais aller dans mon texte, puis après, si vous avez d'autres questions, voilà. Donc, mon thème, c'est quelle perspective de paix et de réunification pour la péninsule coréenne. Je ne suis pas un expert, je l'ai dit, sur la question coréenne, en réalité, mais le fait que j'appartiens à cette ONG, la FPU, qui a un objectif fondamental de paix et d'unification sur la Corée, je vais partager un petit peu notre vision, notre expérience, et notamment celle des fondateurs, pour comprendre pourquoi justement nous insistons sur cet objectif, et je voudrais parler un petit peu justement du fondement sur lequel on se tient. Mais avant cela, je voudrais introduire un livre que j'ai eu l'occasion de voir tout récemment, parce qu'il a été introduit tout récemment au Parlement européen par monsieur Luca Mandel, qui est en fait le représentant autrichien, qui est aussi le président de la délégation du Parlement européen pour la péninsule coréenne. Et voilà, donc il y avait un certain nombre de personnes qui sont venues pour présenter ce livre qui s'appelle Au-delà de l'armistice, effort pour la paix sur la péninsule coréenne. Les auteurs des exposés qui composent ce livre sont des politiciens qui ont été impliqués dans le processus de paix sur la péninsule, ainsi que des militants coréens activistes qui ont lancé un appel Korea Peace Now à la suite du regain de tension causé par l'échec du dialogue entre Kim et Trump en 2019. Alors, l'un des auteurs que vous voyez ici, c'est donc dans ce livre, enfin d'un texte dans ce livre, c'est Glyn Ford, qui est d'ailleurs c'est lui qui a initié en fait cette délégation du Parlement européen pour la péninsule coréenne en 2004. Il a effectué plus de 50 visites en Corée du Nord. Cette longue expérience avec les leaders nord-coréens rend son exposé, à mon avis, particulièrement pertinent. C'est pourquoi je me suis inspiré un peu plus de son texte. Alors, parlant de l'échec de la rencontre entre Kim et Trump, il fait cette réflexion que je résume, que je traduis. À Hanoï, Trump a laissé passer la dernière chance pour que Kim Jong-un dénucléarise la péninsule. Tout processus pour réussir à partir de là prendra au moins une décennie. Cela se fera étape par étape. Il est certain qu'après ces récentes expériences, la confiance est faible, voire inexistante, de part et d'autre. Mais il n'y a pas de solution sans dialogue. Plus tôt ils commenceront, mieux ce sera. Je crois au dialogue, il n'y a pas d'autre choix que de continuer. Et en fait, c'est l'optique, pour moi c'est important, c'est l'optique justement que nous avons en tant que FPU. Alors justement, au cœur de la question coréenne, il y a cette question de la confiance, je pense. Et c'est pourquoi c'est un élément qui manque cruellement dans toutes les relations entre le Nord et le Sud, et bien sûr pour des raisons évidentes. Et ça a été un objectif fondamental des fondateurs, de nos fondateurs. Et c'est pourquoi je veux dans un premier temps brièvement expliquer comment ils ont tissé des liens de confiance avec les dirigeants nord-coréens, alors que tous les opposaient idéologiquement. Notre fondateur était connu comme un opposant majeur au communisme à travers le monde. Ensuite, je partagerai quelques réflexions sur la vision de la FPU concernant l'avenir de la péninsule.
Alors ça, c'est justement nos fondateurs. Voilà, j'ai mis ça sur cette diapo. Sun Myung-moon et son épouse Hak Ja-han sont coréens. Ils sont nés respectivement en 1920 et 1943 dans ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord. À cause de son engagement religieux après la Deuxième Guerre mondiale, le révérend Moon fut condamné en 1948 à 5 ans de travaux forcés dans un camp de concentration nord-coréen. Il en fut libéré en octobre 1950 grâce à l'intervention militaire de l'ONU, en la guerre, donc au début de la guerre. Son épouse, quant à elle, avait 5 ans lorsqu'avec sa mère, elle s'est enfuie vers la Corée du Sud. C'est donc leur expérience commune de la guerre et de la vie de réfugiés qui a joué un rôle essentiel dans cette création d'organisations comme la FPU et bien d'autres encore qu'ils ont créées et dont la réunification coréenne est un des objectifs majeurs. Les circonstances actuelles, et beaucoup vous l'ont dit, semblent très éloignées de cet idéal de réunification, mais il ne faut pas oublier non plus que la réunification reste quand même un objectif qui est inscrit dans la constitution de la Corée du Sud comme dans la constitution de la Corée du Nord. Donc c'est vraiment un objectif officiel des deux pays et je ne pense pas que de sitôt ils vont abandonner la partie. Lors d'une conférence co-parrainée par l'agence de presse soviétique Novosti et l'Association mondiale des médias que le révérend Moon avait fondée en même temps que le Washington Times d'ailleurs, aux États-Unis, le révérend et Madame Moon ont rencontré Mikhail Gorbatchev à Moscou en avril 1990. Ils ont fait alors savoir aux autorités nord-coréennes qu'ils étaient prêts à rencontrer le président Kim Il-sung et qu'ils pourraient favoriser une médiation avec les États-Unis. L'année suivante, en décembre 1991, le couple a été invité en Corée du Nord, par Kim Il-sung donc. Une rencontre étonnamment amicale a eu lieu avec Kim Il-sung. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez lire les mémoires, enfin la biographie de notre fondateur, et vous le verrez. Il en parle en détail. Et ça a été fait dans la ville même de Hungnam, qui est une ville portuaire, où le révérend Moon lui-même avait été emprisonné pendant 3 ans dans un camp de concentration. Donc Kim Il-sung avait choisi l'endroit particulièrement, justement, avec cette considération. Ils ont signé un accord de coopération qui comportait 5 points, la visite des familles séparées, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, l'accueil d'investissements de Coréens de l'étranger, l'ouverture de pourparlers au sommet entre le Nord et le Sud, le développement de la région touristique des monts Kumgang, qui est une région extrêmement belle en Corée du Nord. Et bon, c'était en 91, donc c'était vraiment au début. Et en fait, ces points restent le cadre du dialogue intercoréen du point de vue de la Corée du Nord. Sur cette base, nos fondateurs ont pris plusieurs initiatives pour bâtir la confiance avec la Corée du Nord. En avril 1992, ils ont invité Kim Il-sung à parler au peuple américain grâce à une interview dans le Washington Times. En juin 1992, ils ont facilité la visite à Pyongyang, vous le voyez sur cette slide, d'une délégation américaine de haut rang, composée d'anciens membres du Congrès, conduite par l'ancien représentant démocrate Richard Eichord, et en signe de reconnaissance. Donc juste après, Kim Il-sung a pris une décision surprenante. Il a décidé de suspendre pour l'année 92 ce fameux mois de la haine de l'Amérique. Vous savez, c'est un mois qui est une manifestation annuelle pendant 1 mois, entre le 25 juin, jour de la date de la guerre de Corée, et le 27 ou le 23 ou le 27 juillet, qui est le jour de l'armistice. Donc il y a 1 mois pendant lequel les Coréens sont tous appelés à développer leur haine et à montrer leur haine pour l'Amérique. Et alors Kim Il-sung, sur la base de cet effort, a décidé de l'annuler en 92 et il a fait savoir à Richard Eichord qu'il en informerait la Maison-Blanche. Il a fait précisément demander à Eichord d'aller voir Bush, enfin d'aller voir Ben Scowcroft, qui était le conseiller de Bush, pour que Bush comprenne que c'était le révérend Moon qui était derrière, enfin l'apport du révérend Moon était derrière cela. Nos fondateurs ont ensuite lancé divers investissements à Pyongyang, construit un hôtel, etc. Et surtout, ils ont créé cette première, enfin ils ont contribué à faire créer cette première
usine automobile, première industrie automobile en Corée du Nord, qui s'appelle Pyeonghwa Motors Company, qui existe aujourd'hui toujours et qui est entre les mains du gouvernement nord-coréen. Après le décès de Kim Il-sung, les liens ont perduré. En 1998, la troupe de danse des Petits Anges, les Little Angels, qui est une troupe de ballet d'enfants qui a une renommée mondiale, qui a été créée en 1962 par le Révérend Moon et son épouse, est devenu le premier groupe culturel du Sud à être invité en Corée du Nord depuis la guerre de Corée, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans. Et ça a été suivi l'année suivante par une troupe nord-coréenne d'enfants qui est venue en Corée du Sud. Et ensuite, en l'an 2000, il y a eu le premier sommet des présidents, etc. Alors bien sûr, Kim Dae-jung avait déjà une politique plus ouverte. Et il avait demandé justement à notre représentant, Dr. Park, lorsqu'il a amené les petits anges en Corée du Nord, d'ouvrir déjà des ponts avec la Corée du Nord. Par la suite, des assistants du révérend Moon ont joué plusieurs fois le rôle d'intermédiaire officieux entre les présidences nord-coréennes et la présidence américaine, pendant plusieurs années, notamment sous Kim Jong-il, enfin Kim Il-sung et Kim Jong-il. Alors, à sa mort, que lorsque notre fondateur est mort, vous pouvez le voir ici, en 2012, le révérend Moon a reçu à titre posthume la médaille nord-coréenne de la réunification nationale. Vous voyez les fleurs qui viennent de Kim Jong-un. Kim Jong-un venait de prendre le pouvoir. Hein. Et cette reconnaissance est exprimée à plusieurs reprises, notamment lors du 10e anniversaire de la mort de notre fondateur, il y a un an. Peut-être certains d'entre vous étaient en Corée avec nous. En août 2022, son épouse a reçu aussi une composition florale de la part, enfin au nom de Kim Jong-un. Donc voilà, donc on garde ces liens avec la Corée du Nord, et cette confiance a été bâtie au cours de nombreuses années, et c'est sur ce fondement que notre fondatrice aujourd'hui, enfin notre cofondatrice, Madame Moon, qui est toujours vivante, lui est mort depuis 10 ans, sa femme, qui était beaucoup plus jeune que lui, est maintenant responsable de nos activités, et la réunification de la péninsule coréenne reste sa priorité absolue, et c'est pourquoi de nombreuses conférences internationales y sont consacrées, des dirigeants du monde entier, on les invite, on les appelle à soutenir ce projet, notamment en 2022, alors c'était en plein Covid, parce qu'il y a un renouveau du Covid en Corée du Sud, donc il y a très peu de gens qui ont pu aller physiquement, on a invité beaucoup de personnalités du monde entier à donner des messages par vidéo, etc., pour soutenir cette idée de la réunification. C'était un événement qui était organisé, les responsables du comité d'invitation étaient l'ancien Premier ministre Hun Sen du Cambodge et Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies que vous voyez sur la photo. Mais évidemment, c'était 10 jours avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça a beaucoup changé de focus, naturellement. Alors, je vais dire quelques mots sur la vision de la FPU et sur l'avenir de la péninsule. La question de la paix et de l'unification ne peut se concevoir bien sûr que dans le cadre d'une coopération régionale. Dans ses mémoires, notre fondateur compare la position de la Corée en Asie du Nord-Est à celle d'un roulement à billes permettant de favoriser les échanges entre les 4 grands acteurs régionaux, la Russie, la Chine, le Japon, les États-Unis. Il avait conçu un plan, vous voyez ici un peu sur ce schéma, cette carte, un plan d'un réseau autoroutier ou ferroviaire qui relierait le Japon et la Corée d'abord par un tunnel, puis s'étendrait à un réseau international qui relierait la Russie au continent américain par le détroit de Bering, et ensuite jusqu'au sud du continent américain, et bien sûr l'Asie du Nord-Est à l'Europe, puis à l'Afrique. Évidemment, l'ouverture du 38e parallèle en serait la condition primordiale. La Chine était bien sûr très intéressée. D'ailleurs, les Chinois étaient les premiers à qui ils sont venus rendre compte de ce projet. Mais enfin, c'était en 81, 82, et beaucoup d'eau est passée sous les ponts. C'est un objectif qui reste à l'horizon même de la FPU, même si ça paraît très utopique, et qui en fait motive nos activités qu'on appelle Route de la paix. Chaque année, on fait un certain nombre d'activités. Notre fondateur, il a également proposé la création d'un parc international de la paix sur la zone démilitarisée du 38e parallèle, qui serait sous la supervision de l'ONU. Vous savez que la présidente Park de Corée du Sud a aussi récemment
redonner la même proposition, en fait. Et ça, c'est un projet aussi qui est pris très au sérieux. Il y a des femmes, notamment des organisations de femmes, notamment la Fédération des femmes pour la paix mondiale, qui est une de nos organisations sœurs, qui travaille sur ce projet avec d'autres organisations féminines, en Corée notamment. Et on en parle dans le livre dont je vous ai parlé au début. Il a aussi proposé la création d'un 5e siège de l'ONU près du 38e parallèle, lorsqu'il y aurait bien sûr, disons, réunification, parce qu'on ne peut pas, l'ONU ne s'intéressera pas dans un pays divisé, qui donnerait ainsi à l'Asie, la région la plus peuplée du monde, à une représentation onusienne qu'elle n'a pas, et politiquement, une Corée unifiée pourrait déclarer sa neutralité, à l'image de la Suisse par exemple, mais c'est un débat qui est en cours et qu'on suit bien entendu, c'est un grand débat, ce sont des choses qui sont à voir pour le futur. Alors la réunification est-elle possible? Oui, nous le pensons, mais bien sûr, elle ne peut pas être réalisée par les deux Corées seules, sans prendre en compte les intérêts des 4 grands pays autour, qu'on a déjà mentionnés. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine destinée de la Corée vers la réunification, et que c'est entre les mains des Coréens. C'est vrai que le Japon, les autres, n'ont pas des intérêts, mais en réalité, ceux qui ont vraiment un intérêt profond, c'est quand même les Coréens. Il faut le dire. Parce que ça, comme on l'a dit, vous l'avez dit, la Corée réunifiée serait une puissance extraordinaire, et pour l'Asie et pour le monde finalement. Les Coréens, ils ont quand même des racines communes, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 9 millions de Sud-Coréens qui ont des racines, enfin dans le Sud, donc de Sud-Coréens actuels, qui ont des racines au Nord, et qui ne peuvent pas laisser le Nord simplement pour l'éternité ailleurs. Et en plus, bon, cette complémentarité, vous l'avez mentionné, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, les ressources minérales de la Corée du Nord avec le développement industriel de la Corée du Sud ferait de la Corée du Sud, enfin de la Corée unifiée, un pays qui aurait un PNB qui dépasserait la France, le Japon, etc. Alors, en théorie, le processus d'unification tel qu'il est convenu par les gouvernements de Corée du Sud et de Corée du Nord, parce qu'ils ont fait des accords, normalement ils parlent de 3 étapes, alors bien sûr c'est tout à fait... peut-être pas encore réaliste, mais une première étape de réconciliation et de coopération, une deuxième étape de fédération ou de confédération, et en fait une troisième étape qui serait cette étape d'une union, d'un régime unifié. Mais bien entendu, vous l'avez dit plusieurs fois, plusieurs d'entre vous, la Corée a besoin du temps, particulièrement la Corée du Nord a besoin du temps. Alors je cite ici dans ce texte de Greenford, hein, il parle de Ri Soo-young, qui semble être le vice-président de l'exécutif du Politburo, donc assez récemment, qui est donc un des principaux décideurs du pays, qui a déclaré à maintes reprises que la réalité d'une unification précoce ne serait qu'une assimilation du Nord par le Sud. Ils savent que leur économie est 40 à 50 fois plus petite que celle de la Corée du Sud. Ils pensent que si les Américains leur lâchent la bride, ils pourraient faire croître leur économie de 10 à 15% par an, et que dans 20 ou 25 ans, ils seraient au moins dans la même catégorie que Séoul. C'est alors qu'ils peuvent parler d'unification. Donc effectivement, tout le monde voit bien que c'est dans le temps, mais c'est quand même quelque chose qui est clairement dans leur esprit, à mon avis. Alors, d'autre part, et pour nous c'est plus important, il faut se recentrer sur l'identité et les valeurs communes du peuple coréen. La réunification comme absorption d'un régime par l'autre n'est pas possible. La démocratie libérale de Séoul et le socialisme juche de Pyongyang sont philosophiquement incompatibles. Quand l'occasion de l'unification se présentera, elle ne suivra pas nécessairement un itinéraire, une méthode prédéterminée. Elle passera sans doute par un processus dynamique imprévisible, un peu comme l'Allemagne l'a fait. Et on peut s'attendre à tout et on doit être prêt en fait à quelque chose. Et en définitive, la qualité de l'unification, la question de l'unification n'est pas une simple affaire de méthode. Il s'agit de concrétiser cette grande cause de l'unification du peuple coréen, qui est le premier bénéficiaire de cette unification future. On l'espère. Il faut redécouvrir des valeurs communes dans tous les domaines, établir une identité nationale, partagée par le Sud et le Nord, réveiller la fierté de la nation. Voilà, enfin, vous voyez, j'ai mis ici le bouddhisme, le confucianisme, le chamanisme, etc. Enfin, les Coréens partagent des valeurs profondes qui ont été effectivement quand même... le Nord et le Sud, maintenant, c'est très différent, mais en réalité, au fond du cœur, au fond de la culture coréenne, je pense que vous le savez mieux que moi, il y a ce fond-là qui existe, et que si un jour on peut les retrouver ou les rassembler,
les rapprocher. Voilà. Donc, alors, lors du dernier sommet qu'on a fait, dont je vous ai montré la photo, organisé à Séoul par la FPU en février, il y a eu toute une déclaration qui a été faite, préparée par les Coréens, par Hun Sen, etc. Il y avait une trentaine de points. Je cite le 13e point qui disait « Il faut soutenir l'initiative de 2 États pour une nation, une péninsule, un peuple, une culture, en promouvant les liens entre les peuples ainsi que les biens et le patrimoine culturel afin de servir de pont de confiance entre les 2 Corées. » Voilà, donc tel est l'objectif que nous poursuivons, conscient de ce que représente la réunification de la Corée pour notre époque. Le 38e parallèle n'est pas une frontière banale, c'est une ligne de front symbolique entre 2 systèmes mondiaux, de politiques, idéologiques, etc. Le capitalisme libéral d'un côté, le socialisme de l'autre, un système ouvert aux religions d'un côté, fermé de l'autre. Bref, c'est un enjeu qui est un enjeu pour le monde entier. Et c'est pour ça, pour nous, c'est important, parce que derrière cela, il y a vraiment beaucoup, justement, un enjeu assez grand. Donc, à la fois, pour terminer, les stratégies politiques et économiques de développement et de rapprochement sont essentielles. Vous en avez tous parlé, et puis vous l'avez vu que nous sommes aussi derrière cela. Enfin, vraiment, on ne peut pas négliger cet aspect pour rapprocher la Corée, d'investir sur le plan économique et politique, mais je pense qu'on ne peut pas négliger la stratégie culturelle, interculturelle, aller au fond de la culture coréenne. Alors j'ai mis ici, avec un petit clin d'œil avec mon ami M. Baiblé, mais aussi je pense que M. Schmitt peut-être reconnaîtra, Au sourd de l'esprit-cœur, c'est le livre de ce Philippe Thiebaud, dont vous avez parlé, qui est aussi mon ami, notre ami commun, qui a beaucoup investi, qui a beaucoup recherché, enfin qui a beaucoup investi dans la culture coréenne. Il a écrit un livre qui s'appelle La pensée coréenne, aux sources de l'esprit-cœur. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à approfondir justement la culture asiatique, mais la culture coréenne en relation avec la culture occidentale. C'est ce qu'a fait notre ami Philippe, qui est mort maintenant. Il a passé 10 ans en Corée, etc. Enfin, je ne veux pas... mais bon, c'est un autre colloque qui serait nécessaire. Voilà. Merci.